Et notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député du Nord, vice-président du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par la presse du Nord, la Voix du Nord. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Yann Mancini, comment allez-vous, monsieur Chenu? Ça va et vous? Monsieur. On va parler d'Emmanuel Macron. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron, qui va faire plusieurs déplacements à travers le pays dans les jours et les semaines à venir. Il sera cet après-midi en Alsace, il sera jeudi dans l'Hérault, et hier il était à Saint-Denis pour un déplacement privé, mais il a été chahuté, accueilli par plusieurs manifestants. Est-ce que vous cautionnez ce chahut à l'encontre du président? Non, mais moi, je ne cautionne pas les chahuts. Je cautionne ni les chahuts ni les violences. Je trouve que c'est pas acceptable. Mais Emmanuel Macron doit se rendre à l'évidence. Les Français ne peuvent plus le voir en peinture. Il devait venir d'ailleurs à Denain. Moi, je l'invite à venir dans ma circonscription de Denain, là où les Français, les premiers, lui ont dit qu'ils étaient hostiles à la réforme des retraites. Je l'invite à venir voir ce que les Français ont envie de lui dire. Il ne va pas être accueilli avec des bouquets de fleurs, Emmanuel Macron. La politique qu'il mène, elle est contre le peuple français. Il impose au peuple français des lois dont les Français ultra majoritairement ne veulent pas. Donc ensuite, qu'ils soient mal accueillis, qu'ils soient chahutés, bah oui, effectivement, ça fait partie des choses, parce qu'en plus, il a cherché à bâillonner l'utilisation du 49.3, l'utilisation d'un certain nombre d'arguties parlementaires et juridiques font qu'il a cherché à bâillonner, à limiter les débats. Et les Français lui en veulent terriblement. Il y a beaucoup de ressentiment dans le pays. Sébastien Chenu, le lendemain de l'adresse d'Emmanuel Macron lundi, vous avez réagi en jugeant que sa principale faute, je vous cite, avait été de dire qu'il allait continuer comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que vous espériez qu'il dise? Qu'il s'excuse, qu'il retire sa réforme, sachant que s'il faisait ça, il pouvait tout aussi bien démissionner? Mais vous venez de dire quelque chose. D'abord, s'il avait présenté des excuses aux Français pour la façon dont il a plongé le pays dans un chaos et une impasse sociale, politique, démocratique, ça aurait pu être accueilli avec beaucoup d'attention. Faire ce qu'il avait promis à l'élection présidentielle, pour vous, c'est pas un engagement? Mais Emmanuel Macron a eu un discours totalement incantatoire lundi soir, avec des vœux pieux, avec des choses totalement irréalistes. J'ai rencontré des professionnels de santé dernièrement. Et il nous dit qu'en 30 jours, il va régler le problème des urgences françaises en 100 jours, pardon. En 100 jours. Non, d'ici fin 2024. Enfin, en un an, disons, le problème des urgences françaises. Mais enfin, est-ce qu'il a bien en tête ce que cela veut dire? Non, je pense que le président de la République se moque des Français. Je pense que c'est un exercice de communication, mais surtout dans lequel il y a un vide sidéral qui m'est apparu, au-delà du fait qu'il ait parlé que 3 minutes des retraites, c'est qu'il n'a pas du tout, par exemple, parlé de l'inflation, pas du tout parlé du pouvoir d'achat. Il a parlé de la vie chère quand même, du prix des courses. Aujourd'hui, le principal... Vous attendiez à des mesures concrètes, c'est ça? Bah oui, et nous, on en a fait des propositions sur le pouvoir d'achat, sur la vie chère. On a demandé qu'on passe, comme dans d'autres pays, la TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité. Oui, vous citez souvent cette mesure en Espagne. Alors, on regardait l'indice des Portugal prix. aussi vient de le faire. En Espagne, le prix alimentaire moyen a bondi de 14% en janvier et de 16% en mars. Ce qui montre que la mesure a été contrecarrée par une hausse brutale des prix. Ça ne vous fait pas peur pour ce que vous comptez appliquer en France? Non, parce que moi je pense que dans ces dispositions que nous proposons, mais c'est aussi la baisse de la TVA sur les énergies à 5,5%. Ah, mais ça, l'Union européenne ne le permet pas. La sortie du marché... L'Union européenne ne le permet pas. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Elle n'accepte pas la baisse de TVA sur les produits polluants. Non, il y a plusieurs choses. La sortie du marché européen de l'électricité est tout à fait possible techniquement. Certains pays l'ont fait, l'Espagne d'ailleurs aussi, je crois, de façon momentanée, peut-être momentanée ou durable. Je me rappelle de Bruno Le Maire nous racontant qu'il allait étudier ça, qu'il allait regarder ça. C'était il y a 6 mois déjà devant le Parlement. Rien, il ne se passe rien. En réalité, ils n'ont fait aucun geste. Le trimestre anti-inflation, pour vous, c'est de la com. Ça, c'est de la com. C'est de la com, hein. C'est de la com. On met des affichettes, c'est tout. Mais ils n'ont pris aucune mesure durable et pérenne concernant le pouvoir d'achat des Français. D'ailleurs, on le voit bien. La politique d'échec qui, entre nous, est quand même surprenante. Donner des chèques pour payer des taxes. Enfin, il y a un non-sens économique absolu. Eh bien, n'est pas satisfaisante, ne trouve pas de satisfaction. Elle n'est pas pérenne, elle n'est pas durable. Ce gouvernement ne fait rien
concernant le pouvoir d'achat des Français. Tout autant, il y a eu aussi une annonce d'impact de la vie au travail. C'est comme ça que Emmanuel Macron l'appelle. Il a accueilli hier, faute d'avoir l'intersyndicale à sa table, les organisations patronales. Est-ce que vous vous dites quand même qu'il va falloir quand même que tout ce monde se retrouve autour d'une table pour renégocier et puis pour reconstruire les conditions de travail? Mais pour renégocier quoi? À partir du moment où le sujet numéro 1, c'est le rejet de cette réforme des retraites. Et qu'Emmanuel Macron refuse d'aborder ce sujet des réformes des retraites, c'est très difficile de remettre les gens autour d'une table avec des manœuvres qui visent à changer, à ouvrir une nouvelle séquence. Parce qu'en fait, donc vous dites aux syndicats, il ne faut pas y aller? Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'à un moment, il y a des sujets à prendre. Effectivement, la souffrance au travail, etc., sont des sujets importants. Mais il y a, comme un éléphant au milieu de la pièce, la réforme des retraites dont personne ne veut. Emmanuel Macron est braqué sur ça. Tant qu'il y a cette réforme des retraites, évidemment, ça va bloquer les dialogues entre les partenaires sociaux, les dialogues dans le monde politique, le dialogue avec les Français. Et je pense qu'Emmanuel Macron sous-estime l'impasse dans laquelle il a plongé durablement le pays. Un mot sur les coalitions, Julien ? Oui, parce que justement, Emmanuel Macron, entre autres annonces, a demandé à ce qu'on relance en mai des coalitions et alliances nouvelles. Il a demandé à Elisabeth Borne d'y travailler sur les bases solides du Conseil national de la refondation. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez vous associer ? Je ne vois pas tellement en quoi, ça veut dire sur quel objectif on fait une coalition, quels sont les objectifs sur lesquels... Ça peut être un projet, ça peut être un projet sur certains... D'abord, Elisabeth Borne... L'immigration, par exemple. Elisabeth Borne nous a démontré l'étendue de son incompétence à créer une majorité sur la réforme des retraites. Elle a menti aux Français. Elle avait dit « j'ai une majorité dans cette Assemblée sur la réforme des retraites ». Évidemment, elle ne l'avait pas, raison pour laquelle ils ont déclenché le 49-3. C'est la faute d'Elisabeth Borne, c'est pas la faute des divisions de Républicains pour vous. Elisabeth Borne est totalement grillée, elle est incapable de construire des majorités. Elle a même indiqué à Marine Le Pen lorsqu'elle l'a reçue, il doit y avoir un ralentissement de l'activité parlementaire parce qu'on n'arrive pas à créer des majorités texte par texte. Elle aurait dû partir là. Avec la réforme des retraites. C'était un package. Il fallait faire un package. Elisabeth Borne plus la réforme des retraites. Voire même le président de la République. Ensemble. C'est autre chose, le président de la République. C'est quand même. Marine Le Pen a parlé d'une démission de la part du président de la République a plusieurs leviers. Je pense, pour sortir d'une impasse politique. Il a la dissolution, il a le retrait de la réforme, il a le référendum, il a la démission, il a plusieurs leviers. À lui de voir lequel est le plus adapté. Le problème, c'est qu'il n'en utilise aucun. Prochaine étape institutionnelle pour la réforme des retraites, c'est le 3 mai, jour où le Conseil constitutionnel doit décider s'il valide ou non le deuxième RIP. Vous souhaitez qu'il soit validé ? Oui, mais moi, tout ce qui peut aller dans le sens d'une consultation des Français, je le souhaite. Maintenant, ce référendum... C'est pas parce que le Conseil constitutionnel le valide que ça aboutira à un référendum. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, ce référendum, c'est pas pour ça qu'il va aboutir. C'est une formule très compliquée qui, à la fin, revient devant les assemblées. Donc moi, je veux pas non plus qu'on donne de faux espoirs aux Français. Et vous feriez campagne ? Mais moi, je n'ai pas de problème à le faire. Ouais. Mais vous pensez qu'il ne verra jamais le jour ? Mais c'est un peu ça, en fait. Je pense qu'il y a toujours une bonne raison pour qu'à la fin, on n'aille pas... D'ailleurs, cet outil, c'était un outil de régulation des colères qu'avait inventé Nicolas Sarkozy. Il n'a pas été utilisé et je pense qu'il est très compliqué à mettre en œuvre. Nous, on a déposé une motion référendaire à l'Assemblée nationale. On a apporté sur un plateau à nos collègues de tous les bancs la possibilité d'aller au référendum. Ils l'ont refusé. La gauche en tête, ils l'ont refusé. Donc aujourd'hui, faire entretenir des espoirs au niveau des Français sur la possibilité d'aller sur un référendum qui nous paraît très hypothétique, je pense que c'est pas très sain non plus. Il faut faire attention. On va pas faire croire aux Français que tout ça va se régler par un coup de baguette magique. Il y avait des choses possibles. La gauche les a bloquées. Comme ils ont bloqué la possibilité qu'on vote à l'Assemblée nationale, ils ont quand même une lourde part de responsabilité. La gauche dans cet échec et cette bordélisation du débat parlementaire. Sébastien Chenu, la gauche vous a fait faux bond sur la motion référendaire, vous l'avez rappelé, mais si elle a fait faux bond sur beaucoup de choses. Mais si la NUPES et Elliott, par exemple, déposent une motion de censure comme ils ont l'intention, est-ce que vous la voterez ? Oui, parce que nous ne sommes pas des gens sectaires. Nous considérons que nous devons utiliser tous les moyens démocratiques qui permettent de mettre en échec cette réforme des retraites et que sans le Rassemblement national, toute motion est impossible, il est impossible de la passer, il est impossible d'avoir une majorité. Vous pensez qu'elle a plus de chances que la précédente qui a été rejetée pour 9 voix ? Oui, probablement, parce qu'il y a peut-être quelques élus républicains qui vont se sentir
pousser des ailes, qui vont sentir avoir un peu de courage. Vous me direz, il faudra ouvrir le champagne à ce moment-là, mais il y en aura peut-être plus que la dernière fois. Si les Républicains trouvent le chemin du courage, ce sera déjà ça de prix, vous me direz. Mais si c'est possible, il faut le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Cette réforme des retraites n'est pas acceptable, n'est pas juste, elle est rejetée dans le pays. Il faut sortir de cette impasse. Les Français savent qu'ils peuvent compter sur nous pour ça. Les socialistes vont déposer une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans. Vous la voterez ? Tout ce qui peut faire échec à cette réforme des retraites, nous la voterons. Nous l'avons démontré. On a utilisé tout ce qui était en notre pouvoir, motion référendaire, motion de censure, amendement. On a fait vivre le débat. À chaque fois qu'on a pu avancer pour mettre en échec cette réforme des retraites là où nous étions, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, là où les électeurs nous ont désignés, nous l'avons fait. Donc nous continuerons à le faire parce qu'on n'est pas des gens sectaires et aussi parce que sans nous, rien n'est possible. Là où vous êtes un petit peu moins, c'est dans la rue, mais aussi, il faut bien dire que l'intersyndicale vous demande pas à leur côté. La CGT a annoncé de nouveaux mouvements. Alors, de demain chez les cheminots, le 28 avril, avant la manifestation du 1er mai. Est-ce que vous soutenez cette mobilisation ? Est-ce que vous pensez qu'il faut trouver d'autres moyens d'action parce que ça risque d'épuiser les troupes ? Mais bien sûr que l'épuisement des troupes, le coût financier que peut avoir le fait de faire grève, les heurts qui peuvent effrayer les gens sont des éléments qui peuvent dévitaliser à un moment ou à un autre les mobilisations sociales. Nous, on n'est pas un organe syndical, c'est pas nous qui donnons la bénédiction pour savoir si on est d'accord ou pas avec les manifs, mais nous sommes favorables à continuer le débat et donc une certaine forme de mobilisation contre les retraites. Vous irez le 1er mai mais vous savez, moi je suis passé à la manif la semaine dernière à Paris. J'y suis passé, je n'ai pas fait la manif, j'y suis passé, je n'ai pas été mal accueilli d'ailleurs, j'y suis passé, c'était à Châtelet. Le 1er mai, nous avons une grande convention nationale comme à chaque année sur le 1er mai, dans lequel le travail sera le centre de nos préoccupations. Nous, on se veut le parti politique du travail, la force politique du travail, du monde du travail, de la France qui travaille, de la France qui a travaillé, de la France qui voudrait travailler. C'est nous qui incarnons le mieux cette valeur-là et nous allons continuer à la défendre. Au mois de... un mot sur les JO, allez-y. Oui, parce que parmi les modes d'action, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux un mot-clé, pas de retrait, pas de JO. Les Jeux Olympiques qui deviennent un moyen de pression, est-ce que ça vous interpelle ? Moi, je ne crois pas qu'il faille tout mélanger. Les JO, c'est autre chose. Moi, je serais plutôt fier que mon pays accueille dignement les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a des questions sur la table, des questions de sécurité, dans tous les sens du terme, qui se posent. Je pense que je ne suis pas sûr que le pays soit totalement prêt. Et donc, perturber les JO, pour vous, c'est une mauvaise idée. Les JO ne me semblent pas donner de notre pays une image à l'international qui soit au niveau de ce qu'on peut attendre. D'accord. On va parler de la fraude fiscale et sociale, puisque c'est un des objectifs du président. Un plan sera présenté au mois de mai. Gabriel Attal dit avoir proposé à l'ensemble des groupes parlementaires de participer à l'élaboration de ce plan. Vous allez y participer ? Oui, mais bien sûr, mais ils découvrent la poudre ou quoi ? Enfin, je veux dire, ils sont comme des poules devant un couteau en découvrant qu'il y a de la fraude dans notre pays. Je rappelle, fraude à la TVA, 15 milliards. Fraude sociale, 3 milliards. Fraude fiscale, 80 milliards. Donc la fraude sociale, elle est importante. Et encore une fois, nous avons démontré par les propositions qu'on a faites depuis longtemps, notamment au moment des élections présidentielles. Marine Le Pen proposait plusieurs choses. La création d'un grand ministère de lutte contre la fraude. Bon, il n'a jamais existé avec cette majorité qui est en place depuis 6 ans. Mais surtout, les cartes vitales biométriques, de façon à ce que les données soient conservées sur la carte vitale. Ils n'ont jamais avancé sur ça. Donc je le rappelle, il y a la fraude à la TVA, la fraude sociale, la fraude fiscale. C'est sur les 3 types de fraude qu'il faut agir, pas uniquement sur la fraude sociale dont parle Bruno Le Maire. Alors, on va revenir à Bruno Le Maire. Gabriel Attal, il parle des deux. Lui, il dit qu'il faut agir sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. Le gouvernement souhaite supprimer le versement des allocations sur des comptes bancaires étrangers. Bercy veut mieux surveiller le versement des allocations pour lesquelles il y a une condition de résidence en travaillant avec les compagnies aériennes pour tracer les allées et venues des personnes concernées. Vous soutenez ça ? Oui, d'accord, mais ça fait 6 ans qu'ils sont là, ça fait des années qu'on en parle. Là, vous allez les soutenir. Non, mais d'accord, on soutiendra tout ce qui peut permettre de rendre leur argent aux Français. On sait très bien qu'il y a 15% des soignés qui ne résident pas en France. On sait très bien qu'il y a 2,5 millions de cartes de CMU qui sont à l'étranger. Mais enfin, on ne l'a pas découvert hier. Bruno Le Maire ne l'a pas découvert hier. Mais on sait ce qui se passe. Ils cherchent de l'argent partout. Les agences de notation vont rendre leur verdict bientôt. Ils sont à l'os. Ils ont fait n'importe quoi avec les finances publiques. Ils sont totalement incompétents. Ce que nous proposions hier, ils nous accusaient de démagogie. Moi, je me souviens quand on disait, quand Marine Le Pen portait ce message de lutte contre la
fraude au niveau auquel il doit être porté, en disant qu'il y aura un grand ministère de lutte contre la fraude, contre les fraudes. Il nous accusait de démagogie pour aujourd'hui piteusement venir dire « Ah bah oui, effectivement, il y a de la fraude ». On le dit depuis des années, on a fait des propositions parce qu'on a réfléchi, nous, là-dessus, depuis des années. Quand je vous ai parlé de la carte biométrique, on a réfléchi depuis des années avec des professionnels, avec des magistrats, avec des services financiers. Et aujourd'hui, ils ont l'impression de découvrir comment retrouver un peu de moyens. Mais donc, ces gens ne sont pas sérieux. Donc, Sébastien Chenu, en tout cas, vous nous dites qu'il y a possibilité pour vous de représenter vos propositions et de les travailler avec le gouvernement ? Qu'ils viennent sur nos propositions, que le gouvernement vienne soutenir nos propositions. Vous savez, on sera capable d'en faire des dizaines et des dizaines. Je vous donne un exemple. Quand l'État veut se mobiliser et quand les politiques veulent se mobiliser, on peut réussir. Moi, quand j'ai été élu député de Denain, il y avait une fraude sociale très visible dans la ville liée à des populations roms. J'ai, le moins qu'on puisse dire, harcelé le sous-préfet qui a mis en place un CODEF qui réunit les structures des services sociaux, des services fiscaux, etc. Et on a démantelé des centaines de faux dossiers, de dossiers de fraude sociale. Les gens, à partir du moment où le robinet a été fermé, sont partis. Ces populations sont parties. Donc il y avait bien matière. Ça a duré depuis des années. Il a fallu évidemment l'arrivée d'un député du Rassemblement national pour que ça bouge un peu. C'est pareil au niveau de l'État. Il faut l'arrivée du Rassemblement national pour que tout ça bouge. Autre sujet. Bruno Le Maire. Pardon, sur Bruno Le Maire. Oui, mais c'est ce qu'on me disait, puisque Bruno Le Maire a évoqué le ras-le-bol des Français contre les personnes qui envoient leur aide au Maghreb et ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Il a raison de pointer ces dérives plus particulièrement, puisqu'on sait que ça a fait beaucoup réagir à gauche. Est-ce qu'il faut pointer du doigt les populations Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vous ai expliqué... Mais là, il les a dit telles qu'elles sont ou pas ? Il n'en dit qu'une partie. La fraude sociale, c'est 3 milliards d'euros. La TVA, c'est 15 milliards. La fraude fiscale, c'est 80 milliards. Donc, il faut dire la fraude sociale, ce qu'elle pèse, là où elle va, vous dites effectivement, c'est trop tard, dans on des a pays compris, du mais là, Maghreb vous ou dites dans ça des va pays dans le bon d'Afrique. sens ou pas ? Oui, d'accord, mais bien sûr que ça va dans le bon sens, mais ça fait des années qu'on le dit. Alors, si ces gens sont d'accord avec nous, qu'ils nous laissent gérer les affaires du pays, parce que je pense qu'on fera mieux qu'eux, parce que je pense que ce sont des incapables, parce que quand pendant des années, on tourne les yeux, on tourne le regard, et qu'on ne veut pas voir ça en face, et qu'on fait semblant de le découvrir le jour où il n'y a plus un rond dans les caisses, c'est qu'on est incapable et irresponsable. Autre sujet sur lequel vous pourriez trouver peut-être un terrain d'entente avec le gouvernement, c'est sur l'immigration. Emmanuel Macron a revitalisé malgré tout le projet de loi Asile et Immigration qu'on croyait perdu. Il dit vouloir renforcer le contrôle de l'immigration illégale tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays. Vous l'appelez à accélérer sur cette question avant l'été ? Non, je l'appelle à avoir une politique qui limite les flux migratoires dans notre pays. Ça suffit. On ne peut pas accueillir la terre entière. Enfin, j'ai regardé les chiffres, même 48% des gens de gauche qui se définissent comme étant de gauche pensent qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. Alors c'est une impression, mais les chiffres ne disent pas ça. On est par rapport aux autres à la moyenne des pays européens. Alors continuons, monsieur. Non, mais je vous dis que simplement, on n'accueille pas la terre entière. Allons-y, continuons. On n'accueille pas la terre entière. On ne peut pas dire ça. On ne peut plus. On n'a plus d'argent dans les caisses. Ils ont creusé les déficits. Ils ont mis l'État dans la situation financière que vous connaissez. C'était les Mozart de la finance. On voit ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ils voient l'immigration comme un projet pour le marché du travail. Eh bien, nous la voyons comme un problème. Nous pensons qu'avec le nombre de chômeurs que nous avons, si on forme mieux les Français, si on les rémunère mieux dans les pays, dans les professions en tension, eh bien, on résout une partie de ces problématiques économiques. Il n'y a pas besoin aucun terrain d'entente avec le gouvernement sur cette question. Aucun terrain d'entente à partir du moment où ils veulent ouvrir de nouvelles voies liées à l'immigration. Maintenant, s'il y a quelques petits dispositifs disant qu'il faut mieux apprendre le français, que les recours sur les OQTF seront moins nombreux. Mais bien sûr, mais tout ça, c'est à la marge, c'est minuscule par rapport à l'ampleur de ce qui nous attend. Entendons encore ce que disait Gérald Darmanin il y a un an. 100% des OQTF seront réalisés. On en est où ? Je fermerai tous les points de deal en France. On en est où ? Allez demander à Lille, à Roubaix, à Denain, à Marseille, à Arles, où il y a encore eu des tirs ces derniers jours, si les points de deal sont fermés. Oui. Il y a un lien évidemment avec l'immigration et en particulier l'immigration irrégulière. Oui, évidemment, cette insécurité endémique, cette immigration non contrôlée, non maîtrisée dans notre pays est insupportable pour les Français. C'est immigration zéro ? Il faut tendre vers l'immigration zéro. Il y aura toujours des étudiants qui viendront étudier. Il faut les accueillir et savoir qu'ils repartiront ensuite dans leur pays, bien entendu. Mais effectivement, il faut tendre vers la fin de politiques migratoires incontrôlées.
Sur la polémique autour de l'attribution du fonds Marianne, créé par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty pour riposter à la propagande séparatiste, Claude Raynal, le président de la commission des finances du Sénat, a donné jusqu'à ce soir au gouvernement pour lui fournir les documents sur l'attribution de ces fonds. Vous avez déposé une demande de commission d'enquête. On a déposé une résolution. On a déposé effectivement une résolution pour une commission d'enquête avec le député Thomas Ménager, député du Loiret, parce que nous considérons qu'il y a là visiblement un loup. Madame Schiappa a créé un fonds suite à l'assassinat de Samuel Paty. Les produits de ce fonds ne seraient évidemment pas dirigés vers les bénéficiaires qu'on attend ou les bénéficiaires n'en auraient pas fait l'usage attendu. Mais vous pensez qu'elle sera validée, votre commission d'enquête ? Je l'espère. Il s'agit de faire la transparence. Mais ça dit plusieurs choses. Ça dit d'abord la désinvolture, pour ne pas dire mieux, avec laquelle la Macronie gère l'argent public. Ils se croient tout permis. Ils font ce qu'ils veulent de l'argent public, ils l'utilisent fort mal et visiblement, en plus, ils pourraient commettre un certain nombre de délits s'il s'avérait qu'effectivement tout ça était délictuel. Donc on veut la lumière sur cette affaire, on ne lâchera pas. Madame Schiappa, au lieu de poser dans Playboy, ferait mieux de répondre aux questions, parce que pour l'instant on l'a pas beaucoup entendu. Au lieu d'insulter sa collègue ministre de l'égalité homme-femme de sac à main, comme on le voit dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui, elle ferait mieux de se mettre à travailler et surtout de donner des explications où est passé l'argent. Donc vous n'avez pas acheté Playboy, visiblement. Si, je l'ai acheté. Ah bon ? D'accord. Oui, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Bon, très bien, vous aurez appris quelque chose, j'imagine. C'est sûr. lundi, on apprenait, alors oui, c'est moins je vous ai amusant pour vous. Oui, vous êtes troublé. J'avais encore la ligne de Playboy dans la tête. Sur un terrain. Non, ouais, exactement. Lundi, on apprenait par le Parisien que plusieurs centaines d'élus de tous bords auraient été inscrits à leur insu au Rassemblement national. Votre parti a dénoncé une usurpation d'identité et devait déposer une plainte. Alors, est-ce que cette plainte déjà elle a été déposée ? Et deuxièmement, est-ce que vous avez des précisions sur cette mauvaise plaisanterie ? Alors, il n'y a pas de piratage, c'est effectivement une opération frauduleuse avec un IP, une adresse IP qui a été construite et qui fait qu'en prenant les dates de naissance des parlementaires et leur adresse à l'Assemblée nationale, par exemple, eh bien, ils ont reçu, je l'ai reçu moi-même, un formulaire pré-rempli d'adhésion. Bon, donc il n'y a pas de, de fraude, de piratage, mais c'est un remplissage automatique de bulletins d'adhésion. C'est pas un délit épouvantable en somme pour les gens qui sont, mais nous on a déposé une plainte. Si, on a déposé une plainte, évidemment, parce que c'est notre image qui est utilisée et qu'on veut abîmer à travers ça. Un mot pour finir sur les sénatoriales. Au mois de septembre, vous venez d'investir l'un de vos proches pour être candidat dans le Nord. À l'heure actuelle, vous n'avez aucun sénateur. Quels sont vos objectifs ? Josué Auchard. Oui, Josué Auchard, qui est conseiller municipal de Denain, qui est élu communautaire, qui est à la fois un militant, un professionnel et un élu qui connaît bien le monde des collectivités locales, qui, je pense, deviendra sénateur du Nord, qui a 35 ans. Eh bien, c'est d'entrer au Sénat, notre objectif. C'est d'entrer au Sénat au plus grand nombre. Je pense qu'il y a objectivement 5 départements qui pourraient nous amener potentiellement un sénateur. Et on s'était dit que si 5 étaient potentiels aujourd'hui et 5 au renouvellement suivant, ça nous permettrait de faire un groupe. Donc lesquels ? Le Nord ? Le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, je ne les ai pas tous en tête, la Moselle, je crois qu'il y a un département d'outre-mer. Dans ces départements, on sait qu'il y a beaucoup de grands électeurs. Mais moi, je le dis aussi aux grands électeurs qui ne sont pas, c'est-à-dire aux maires, aux élus municipaux, qui ne sont pas différents des Français, ne votez pas pour des listes et pour des candidats qui, d'une façon ou d'une autre, iront sauver la tête d'Emmanuel Macron. Ça ne sert à rien de voter pour des sénateurs LR, UDI, Horizon, que sais-je, socialistes, etc. À la fin, ils sauvent la tête d'Emmanuel Macron. Donc je leur dis, faites confiance aux candidats du Rassemblement national, à Josué Auchard dans le Nord et aux autres dans les départements. Donc 5 sénateurs, c'est un objectif qui vous propose. Oui, bien sûr. Merci Julien. Merci Oriane. La une de la Voix du Nord ? Oui, sur la seconde main, le nouveau filon. C'est à la une de la Voix du Nord. Bonnes vacances, Julien. Merci Oriane. Vous aussi. Il y en a qui ont de la chance. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. Bonnes vacances, messieurs, dames. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Sébastien Chenu. On passe au Club des Territoires.